En manchette ce soir, rencontre d'information pour Buckingham Enfants est opération déneigement à Gatineau et franc succès pour la 8e édition du Déjeuner du maire. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy, bienvenue à cette édition d'InfoMac du jeudi 12 février. C'est pas une surprise pour personne, Buckingham en fête sera de retour cet été, au mois de juillet, après avoir pris une année de congé. Instauré lors du 100e anniversaire de Buckingham, le festival, au dire de plusieurs, devait se renouveler et a connu une baisse marquée d'achalandage au courant des 4 dernières années. Une rencontre avait lieu ce matin au Café des artistes entre le Carrefour culturel Estacade et les gens d'affaires de la Basse-Lièvre. Le but de la rencontre était de mettre au parfum les commerçants des étapes, oui, franchies, mais également de celles à venir. Le directeur du Carrefour culturel Estacade, Hugo Parisien, nous résume le but de cette rencontre entre les deux organismes. Bien, le but de la rencontre, évidemment, de ce matin, c'était pour écouter les besoins de ces gens-là. C'est quand même l'artère commerciale. Les commerces sont un poids grandement appréciable sur le sujet. Évidemment, le stationnement en fait partie, mais je trouve que les gens, ensemble, on a pu essayer de trouver des solutions, des pistes de solutions pour voir ce qu'on peut faire pour faire en sorte que Buckingham en fête élargisse ses frontières, là. Au total, c'est environ une vingtaine d'entrepreneurs qui étaient sur place afin de découvrir qu'un des plans pour l'édition 2015 de Buckingham en fête est la fermeture d'un tronçon de l'avenue de Buckingham durant 2 jours pour y tenir certaines activités lors des festivités. De nombreux commerçants ont souligné la perte monétaire pour leur commerce, l'accessibilité, comme le stationnement, entre autres. Les gens présents lors de ce déjeuner ont également souligné les problèmes connus lors des années précédentes du festival, soulignant que ces répercussions se devaient d'être prises en compte afin de ne pas répéter les mêmes erreurs que par le passé. Cependant, tous sont d'accord sur un point commun. On veut revitaliser, remettre de la vie sur l'avenue de Buckingham, d'où la création du comité de valorisation. De nombreuses alternatives ont été mises sur table, notamment la fermeture d'une autre intersection, des tracés touristiques, des ventes trottoirs ou encore des services de navette. Bref, rien n'a été mis de côté. Malgré le fait que plusieurs commerçants n'étaient pas chauds à l'idée de cette fermeture, certains étaient d'accord, en prenant en compte des contraintes, soulignant que c'était une opportunité de visibilité pour leur commerce. C'est le cas de Mme Jocelyne Houle, propriétaire de la bijouterie. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que Buckingham, en fait, ça revêt une importance majeure pour notre secteur. On dit qu'on veut qu'il y ait de la vie, qu'il y ait de l'action. Alors, il faut qu'on accepte que 2 jours par année, il y a quelques désagréments aussi du côté commercial, point de vue stationnement, parce que c'est ça le nerf de la guerre. Mais si on ferme la rue puis c'est pétonné, combien de nouveaux arrivants, combien de nouvelles personnes, ou bien combien de personnes qui ne sont pas revenues sur la rue principale, on dit l'avenue Buckingham maintenant, vont revenir se promener et entrer et voir et dire « Ah, regardons, ça c'est nouveau, c'est le fun. » Alors c'est ça qu'on veut, on veut faire revivre. Et je pense qu'il y a des façons de minimiser les impacts. Après une baisse d'achalandage lors des 4 dernières éditions et l'annulation de celle de l'an passé, plusieurs personnes misent énormément sur cette relance. Je vous rappelle que le Festival Buckingham en fête est le seul festival de cette envergure pour tout l'est de Gatineau. Après 4 années plus faibles et une annulation, on peut se demander si cette relance n'est pas la dernière chance qu'accordent les bailleurs de fonds pour un événement de ce genre. C'est pas le festival de dernière chance. C'est certain que le Carrefour culturel Estacade tente réellement de faire en sorte à ce qu'il y ait un festival dans son secteur. La programmation va être plus qu'alléchante, elle va être totalement renouvelée pour les gens et ça, il faut le savoir d'emblée. Donc, ça va être quelque chose de nouveau. Par contre, actuellement, c'est évident que depuis les 4 dernières années, c'est sûr que l'an passé, il n'y en a pas eu, mais on a connu lors des 4 dernières éditions, peut-être une baisse d'achalandage à Buckingham en fête. On veut tout simplement rapporter ça de l'autre côté, à l'équilibre, et faire en sorte que Buckingham en fête soit savoureux pour tout le monde, pour toutes les familles et pour tous les gens, tant du secteur ici et éventuellement attirer un plus large public d'ailleurs au Québec, là. La rencontre entre les gens d'affaires et le Carrefour culturel a mis en lumière un autre problème vis-à-vis de l'avenue de Buckingham. Les commerces situés aux extrémités sont souvent mis de côté lors d'événements. Le pont et l'intersection McLaren sont souvent utilisés comme points stratégiques pour les festivités, laissant ainsi les commerçants plus aux extrémités de côté alors qu'eux ne veulent que participer aux festivités. Mme Joanne Coulombe, copropriétaire du Café des artistes, est dans cette situation et nous expose les faits. Bien, c'est une des raisons qui m'a motivée à m'impliquer dans le comité de revitalisation du centre-ville puis de l'avenue Buckingham parce que, comme commerçant d'extrémité, on a souvent le sentiment que les choses se passent
entre la rue Joseph puis la rue McLaren. Puis il y a souvent un focus dans les activités qui sont vers ça. Puis le fait que l'accès sous le pont est dans ce segment-là, on a le sentiment qu'on n'existe pas. Alors, moi, ça m'intéressait beaucoup de faire en sorte que les commerçants, dans l'ensemble, apprennent à se connaître, puis créent une appartenance, puis créent une vie de grande avenue et non un petit segment. Bien, moi, je ne crois pas que c'est toujours une question de ressources financières, d'être capable d'amener une vie dans... C'est beaucoup les relations qu'on établit entre les individus, entre les commerçants, puis ce qui est en train de se passer avec le comité de revitalisation ou de relance, je dirais, de l'avenir. Déjà, entre nous, on est déjà en train de commencer à créer des activités entre nous. Par exemple, je vais faire une dégustation de bière au mois de février, le 25 février, puis j'ai approché Finufuté pour dire, on peut-tu travailler ensemble là-dessus? Tu sais, des fois, c'est juste d'entre nous, de s'entraider, de se donner des lunettes ou d'exprimer, comme nous, on est un mini-centre culturel ici, puis quand on voit une activité comme la relance de Buckingham en fête, je pense que j'ai à m'exprimer, dire « Youhou, on existe », puis je pense que ça serait vraiment souhaitable qu'il y ait de l'ouverture aussi, que quand on fait une organisation, on ne dise pas « OK, on organise quelque chose, puis on va vous dire ce que vous pouvez faire ». Certains mentionnent que c'est une question monétaire, alors que d'autres disent que c'est une question de temps. Les commerçants, comme l'a mentionné Mme Coulombe, se donnent un coup de main entre eux lors d'événements, créent un réseau d'entraide. Mis au courant des préoccupations des commerçants situés plus aux extrémités de l'avenue de Buckingham, M. Parisien tenait à clarifier cette ligne de pensée. C'est évident que nous aimerions, au fil du temps, développer un festival qui serait partout à Buckingham et qu'on pourrait étirer, évidemment, la fermeture de l'avenue de Buckingham ou peu importe quel tronçon de rue. Le but, c'est que ce soit tout Buckingham qui soit en fête. Donc, évidemment, on penche vers ça. On est actuellement à la grande écoute de ces gens-là, mais c'est évident qu'on est en mode de relance. Donc, on n'est pas rendu au niveau où on peut fermer plusieurs tronçons. Il faut faire le choix sur un et c'est réellement sur le point que visait la rencontre, dire, bien, c'est évident que pour le Carrefour culturel Estacade, pour le besoin de la cause et pour la visibilité au point de vue des gens, le tronçon à côté du pont est peut-être le plus adéquat au point de vue promotionnel de l'événement, mais je vois qu'on tend vers des solutions et regardez à quel endroit on pourrait situer les activités de Buckingham en fête qui auraient lieu à ce moment-là. On change complètement de sujet maintenant. Certains étaient heureux d'y voir, d'autres non. Je parle des nombreux centimètres de neige qui sont tombés depuis hier soir. Donc, les avis de déneigement de la ville de Gatineau sont en vigueur. Je vous rappelle l'ordre de priorité pour le déneigement, soit les artères principales, les rues collectrices et les rues locales en simultané avec les trottoirs. La ville de Gatineau vous demande, afin de contribuer au bon déroulement des opérations, entre autres, de placer vos poubelles et bacs de recyclage à l'intérieur de la bordure de rue, d'éviter de vous stationner dans la rue tant que celle-ci n'est pas déneigée. Une fois les précipitations terminées, il faut compter 16 heures pour terminer le déneigement s'il en est tombé moins de 25 cm. On compte 24 heures pour des précipitations de plus de 25 cm. Vous pouvez consulter le site Internet de la ville de Gatineau au www.gatineau.ca pour plus de détails. La 8e édition du déjeuner du maire de la municipalité de Lange-Gardien se déroulait le 8 février dernier. Franc succès, c'est environ 200 personnes qui se sont déplacées au domaine de Lange-Gardien afin de discuter avec le maire, les échevins, mais également avec le président d'honneur en la personne d'Alexandre Iraca, député de Papineau. Voici un extrait de l'émission Parole à l'élu avec le maire de Lange-Gardien, M. Robert Goulet. Ça a été très, très, très bien. On peut parler d'à peu près 200 personnes. Le nombre total n'est pas compté. Ça se compte ce matin, là. On est en train de finaliser ça. Mais on avait au moins 200 personnes, qui est l'équivalent ou sinon supérieur à ce que nous avons habituellement. Alors, on a eu énormément de personnes qui apprécient cette expérience-là. Connaissez-vous le Centre Alpha Papineau, en place depuis 30 ans? Le centre pratique l'alphabétisation populaire. Mais qu'est-ce que c'est? Je me suis entretenue avec la directrice générale de l'organisme, Mme Julie Titley, sur le rôle, justement, de l'organisme, mais également sur les portes ouvertes qui se dérouleront le 17 février prochain. Mme Julie Titley, qui est directrice générale au Centre Alpha Papineau. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas le centre, qu'est-ce que le Centre Alpha Papineau?
Le Centre Alpha Papineau, c'est un organisme communautaire qui offre des ateliers gratuits de français, de mathématiques, et puis on a aussi d'autres activités pour les gens qui ont la difficulté à lire et à écrire dans la communauté. C'est quand même assez varié, les buts et les objectifs, justement, du centre. Est-ce que c'est que les gens obtiennent, quand les gens sortent de chez vous, qu'ils soient capables de faire leur épicerie? Vraiment, les buts et les objectifs du centre sont lesquels? Dans le fond, nous, on veut répondre aux besoins de l'adulte. Les adultes qui viennent chez nous, ils ont plusieurs défis. Quelques-uns d'entre eux, c'est pour apprendre à lire les noms de rues, à justement faire leur liste d'épicerie, à aider leurs enfants à faire leurs devoirs. C'est très, très large. Il y en a qui viennent justement pour finir leur primaire, pour qu'ils puissent aller chercher leur secondaire, pour se trouver un meilleur emploi. Il y a vraiment, vraiment plusieurs raisons dont les gens viennent s'inscrire. Moi, je veux qu'on démystifie quelque chose. Vous faites de l'alphabétisation populaire. Qu'est-ce que c'est? L'alphabétisation populaire, c'est vraiment comme un service qu'on offre, encore une fois, des ateliers gratuits pour le français, le calcul, la mathématique, apprendre à faire son budget. On fait plus que juste du français et du calcul. On va vraiment faire des ateliers pour que les gens puissent briser leur isolement, augmenter leur estime de soi. Fait que ce serait des ateliers, justement, là, initiation à l'informatique, des ateliers de cuisine, des ateliers de couture, on a de l'art. Et puis, c'est ça, dans nos nouveaux services, on a aussi des semi-spécialisés. Qui est tout nouveau. Puis on a aussi des plateaux de travail pour que nos adultes puissent acquérir une expérience de travail, dans le fond, à l'organisme. Expliquez-moi, comment ça fonctionne quand on va chez vous? Est-ce que les gens peuvent se présenter n'importe quand? Est-ce que c'est des horaires comme à l'école, un 8 à 4 ou des affaires comme ça? Comment ça fonctionne? Les gens peuvent téléphoner, ils peuvent se présenter sur place, on va les rencontrer, on va écouter leurs besoins. Nous, on est ouvert du lundi au jeudi. Les gens peuvent venir à temps partiel, le matin ou l'après-midi ou les 4 jours que nous sommes ouverts. Puis c'est vraiment selon leur rythme. On va suivre leur rythme d'apprentissage et aussi c'est en petits groupes qui aident beaucoup maintenant à mieux apprendre au niveau de l'apprentissage. Vous célébrez vos 30 ans cette année dans la communauté. Qu'est-ce qui fait en sorte, selon vous, que vous avez réussi à survivre à ces 30 ans-là? Bien, d'un, c'est sûr qu'il y a un besoin. Puis de plus en plus, malheureusement, il y a des gens qui ont des troubles d'apprentissage, il y a des jeunes décrocheurs. Fait que ces gens-là, veulent pas, à un moment donné, ils ont besoin d'aller dans des organismes communautaires pour justement aller plus loin après. Et aussi, je pense que les liens qu'on a aussi dans la communauté avec les autres organismes, et surtout, bien, c'est sûr qu'on survit à des dons et puis à certaines subventions. Mais nous sommes là parce qu'il y a un besoin. Et puis, malheureusement, ce n'est pas assez connu encore qu'il y a des organismes qui existent comme nous. Mais justement, vous m'amenez sur un point. En 2015, il y a encore des gens qui ne savent pas ou peu lire ou compter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Souvent, les gens sont peut-être trop orgueilleux pour aller vous voir? Bien, avec l'expérience de les organismes communautaires, puis ce qu'on entend de nos apprenants actuels qui sont inscrits, ils nous disent souvent c'est parce qu'ils sont gênés, parce qu'ils ont honte de leur situation, ils ont eu des mauvaises expériences, ils ont eu des échecs dans leur vie. Il y en a d'autres, bien, c'est une question de transport aussi souvent, hein? C'est pas toujours évident. Fait que ces gens-là, je leur dis, bien, ils ne sont pas tout seuls. Il y en a beaucoup. Il y a 49 de Québécois qui ont des difficultés à lire dans la société. C'est 1 adulte sur 6. Et puis encore là, comme je disais tantôt, c'est important là, d'oser venir nous rencontrer. Puis qu'une fois qu'on les rencontre, on peut leur expliquer qu'ils ne sont pas tout seuls dans la société, qu'il y en a beaucoup plus qui pensent, autant des jeunes que des personnes dans trentaine, quarantaine, cinquantaine et soixantaine. Une occasion justement d'aller vous rencontrer, c'est la journée porte ouverte qui va se dérouler mardi prochain, le 17 février. On peut s'attendre à quoi lors de cette journée-là?
Dans le fond, nous, ce qu'on fait, on est très fiers de ça, c'est que c'est justement nos apprenants qui sont en démarche d'alphabétisation qui vont accueillir les gens de la communauté. Ils vont avoir des petits kiosques qui vont donner de l'information, qui vont aussi montrer les réalisations des apprenants qui ont fait pendant l'année. Puis on va avoir aussi là, du café, des collations justement pour pouvoir accueillir les gens, puis discuter, puis donner plus d'informations sur l'organisme communautaire. Un nouveau logo, si je ne me trompe pas également. Oui, effectivement, on va aussi inaugurer notre nouveau logo qui répond beaucoup plus à l'année 2015 et où nous sommes rendus présentement avec nos nouveaux services. Et on va présenter notre nouveau logo là, qui reflète vraiment notre orientation et nos services. La journée porte ouverte, c'est vraiment, est-ce que c'est gratuit? C'est gratuit, c'est de 13h à 15h. Puis tout le monde est bienvenu. Autant la vie a été lancée aux organismes communautaires, autant aux citoyens, les gens là, qui sont intéressés à venir voir qu'est-ce qu'on fait. Et puis si jamais, pour une raison ou pour une autre, que les gens ne peuvent pas venir, bien, notre numéro de téléphone, c'est le 819-986-7506, puis on est là pour ces gens-là. J'aimerais ça finir l'entrevue. J'aimerais ça avoir un souvenir que vous avez, le plus beau souvenir, quelque chose que vous pensez là, par rapport à l'organisme et qui vous fait sourire. Moi, je dirais, c'est les réalisations. C'est tout ce que les apprenants réussissent, autant ceux qui vont chercher qui s'en vont au secondaire, autant ceux qui sont capables d'écrire une lettre à leurs enfants. C'est la réussite de chacun d'entre eux. Chacun a du potentiel. C'est juste qu'ils doivent se faire confiance, que nous sommes là pour eux, puis qu'on est prêt à les aider. L'invitation est lancée. Merci beaucoup. De rien, ça fait plaisir. Merci. Maintenant, l'heure des sports avec François. François, bonsoir. Bonsoir, Josiane. On commence ça tout de suite en hockey, les Mustangs. Oui, on sait que les Mustangs étaient assurés là, de faire les séries. Il s'agissait de voir à quelle position, première, deuxième ou même troisième. Bien, finalement, on va le voir là, au tableau. Là, c'est une double égalité au niveau de la première place, la première position, avec les Golden Knights d'Ottawa-Ouest. Les deux équipes, le même nombre de victoires, même nombre de défaites. Ce qui a départagé, parce que c'est Ottawa-Ouest qui termine premier, c'est l'affiche. Lorsque les deux équipes ont joué un contre l'autre pendant la saison, Ottawa-Ouest a eu l'avantage. Donc, c'est la raison pourquoi on les retrouve au premier rang. Quand même une très belle saison là, pour les Mustangs. Et surprise de taille, là, les Castors de Clarence, qui toute l'année ont eu de la difficulté, là, étaient en dernière position, finalement terminent avec une belle fiche de 26-1. C'est eux qui sont troisième. Donc, les adversaires en première série contre les Mustangs, ce sera les Castors. Et les Jets de Metcalfe, qui, eux, terminent en quatrième position, vont affronter Ottawa-Ouest. Du côté des pointeurs, ça vaut la peine de le mentionner. Vincent Proulx a terminé en première position avec une fiche de 37 buts et 49 mentions d'aide pour un total de 86 points. Il faut aussi noter en septième position Gabriel Tourangeau qui a terminé la saison avec 63 points, suivi d'après avec de Michael Gervais qui lui a amassé 55 points. Et il faut quand même souligner la performance du capitaine de l'équipe, Simon Danfous, qui a terminé au 18e rang. Lui, il est défenseur. Alors, c'est quand même une très belle performance avec 9 buts et 35 passes pour 44 points. Donc, pour ceux qui se le demandent, la série se met en branle vendredi soir, ici même au centre sportif de Buckingham. Et attention, les prix ont augmenté un peu là, à la porte. Là. Les adultes, c'est 10 $. Les étudiants et l'âge d'or, c'est 8 $. Excellent, c'est noté. On s'en... Toujours en hockey, les Intrépides. Oui, on sait que les Intrépides, eux aussi, ont eu des problèmes pendant toute la saison.
combattaient pour la 14e et dernière place là, en série. Finalement, ils l'ont eu grâce à une défaite là, d'une équipe. Donc, ils vont affronter l'équipe de tête, c'est-à-dire les Commandeurs de Lévis. C'est une série 3 de 5 qui se met en branle ce soir, jeudi et vendredi à Lévis. Et dimanche, ben, ils seront au complexe Branchot-Brière pour le 3e match. Et quelque chose de spécial là, au niveau des éliminatoires, il y a 14 équipes en première ronde. Donc, en deuxième ronde, on tombe à 7. Au lieu de donner là, un laissez-passer ou un bail en bon français, ben, l'équipe qui va avoir eu la meilleure fiche, si elle perd, ben, elle va pouvoir continuer quand même. Alors, c'est un petit peu tordu, là, mais je ne sais pas comment ça va s'articuler, contre qui ils vont jouer. Mais il y a ça pour récompenser justement les équipes qui ont fini en avant du peloton. Alors, ça sera à voir. C'est une espèce de double élimination. On verra bien. C'est spécial. Oui, c'est spécial, effectivement. Tu as des nouvelles pour les Olympiques? Bien, pour les Olympiques, c'est encore très difficile. Ils se battent là, pour une place en série. On sait que la saison va se terminer un peu plus tard. L'équipe pourrait rater une participation aux séries là, éliminatoires pour la première fois en 30 ans. Je sais que Benoît Groux, lorsqu'il est revenu du championnat junior, à un moment donné, il a dit ben c'est ma faute, là, j'ai pas vu les joueurs pendant un mois. Après ça, il est revenu et il dit non, les joueurs ne travaillent pas assez fort. Je pense qu'on voit, là, on n'est peut-être pas tout le monde sur la même page là, du côté de l'organisation, mais il y a toujours l'effet Groux. Hier, les Olympiques affrontaient l'Armada de Boisbriand, l'équipe en première place, et ça s'est soldé par une défaite, mais en fusillade. Alors, peut-être qu'ils sont sur la bonne voie. Peut-être, c'est à voir. Ouais. Et là, tu as été visiter un musée quand même assez spécial. Oui, effectivement, c'est le Musée du sport de Gatineau. C'est une nouvelle initiative qui a été lancée par un citoyen, M. Jean-Claude Trottier. Ça se situe, le musée comme tel est au sous-sol de l'église Notre-Dame de l'Île, sur la rue Sacré-Cœur, dans le secteur de Hall. On s'est déplacé avec les caméras, on est allé voir ça. Écoutez, là, ce n'est pas encore le temple de la renommée, là, mais c'est une initiative extrêmement intéressante. Les exhibits sont très bien montés. Et naturellement, ben là, ils en sont à leur départ. Donc, moi, j'ai confiance que ça va, au cours des années, ça va être bonifié. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup d'artefacts qui n'ont pas eu le temps encore de les installer. Alors, nous avons rencontré la TVC, la directrice générale du musée, Mme Brigitte Pollock, et elle nous livre ses impressions. C'est M. Jean-Claude Trottier qui, depuis 10 ans, ramassait des artefacts du hall volant et les gens lui apportaient des objets de sport. Puis même si ça ne portait pas sur le hall volant, il ne voulait pas qu'on s'en débarrasse, donc il les conservait, il les ramassait. Puis ça fait 10 ans que tout ça lui a amené l'idée d'avoir un musée des sports, il en rêvait. Puis, il y a 2 ans, il a acheté les cabinets en souhaitant que, oui, il va partir le hall volant. Et depuis juin 2014, là, c'est un rêve qui est en train de se réaliser. Bien, c'est de faire découvrir les athlètes de la région, de faire découvrir les sports aux gens de la région aussi, les vedettes qu'ils ont eues dans le coin, qui ont joué dans différentes équipes. Puis aussi de garder le patrimoine sportif qu'on n'entend pas souvent parler. C'est super intéressant. Et là, tu as rencontré le fils d'un joueur de hockey professionnel également. Oui, M. Denis Gravel, son père, pour les plus vieux, vont s'en souvenir, c'est M. Léo Gravel. Il a joué avec plusieurs équipes, mais notamment, là, il a joué professionnel avec le Canadien de Montréal. Et lui avait entendu parler de ça, donc il était sur place. Il venait porter là, justement des souvenirs. On peut l'écouter. J'ai rencontré la fin de semaine dernière M. Trottier qui avait une exposition aux Galeries d'Aylmer. Et puis, nous autres, chez nous, mon épouse et moi, avec les années, on avait ramassé beaucoup de découpures de journaux, de photos que mon père avait mis de côté dans ses scrapbooks, puis tout ça. Et puis, on a, après avoir fait un site web il y a quelques années, avoir mis plusieurs de ces photos-là, on a encore quelques 1000 photos peut-être au
documents plutôt. Et puis, finalement, on a décidé d'en donner une partie, ou au moins les prêter en semi-permanence au Musée des sports de Gatineau pour que plus de gens possible puissent pouvoir les voir, les admirer, faire certaines recherches, puis tout ça. Il y a de l'information là-dedans qui est impensable. Toute information ou anciens trophées, anciens artefacts de toutes sortes qui est à la maison, qui ramasse de la poussière, qui des fois on se demande, on va-tu jeter ça ou on va-tu donner ça à Saint-Vincent-de-Paul? Non. Donnez ça, prêtez-le au moins au musée des sports, le nouveau musée des sports de Gatineau qui pourra en faire une bonne utilisation et qui pourra le montrer au reste de la population locale et même régionale. Belle idée, ce musée. Et là, je pense qu'il y a une porte ouverte qui s'en vient. Oui, si vous avez justement là, des choses à la maison, des artefacts, des photos, 28 février, de 10h AM à 2h PM au 115 boulevard Sacré-Cœur, l'adresse du musée. Vous pouvez les apporter là, vous pouvez soit les donner ou simplement les prêter. Alors, pour ceux que ça intéresse, 28 février, oui. L'invitation est lancée. Excuse-moi, François, je t'ai coupé. Et là, on s'en va en ski. Oui, Dustin Cook de Mont-Sainte-Marie a terminé 2e en Super G à la descente, au slalom de Vail au Colorado. Sa meilleure place était 12e. Il a terminé à 11 centièmes du premier. Alors, c'était sa 2e participation au championnat du monde. Donc, c'est quand même un événement fantastique. C'est le premier skieur de la région qui a réussi d'aller chercher une médaille depuis 41 ans. Les 2 derniers, ça avait été Han Ekveit de Ottawa qui avait réussi le doublé à Squaw Valley et Betsy Clifford, il y en a qui s'en souviennent, de Chelsea qui avait gagné en 70 et en 74. Excellent. Gatineau le pète maintenant. Oui, on sait que les inscriptions, c'est quand même terminé. Il y aura vendredi soir, s'il reste de la place dans certaines courses, vous pourrez vous inscrire. Mais il y a quand même des activités intéressantes. Le carnaval soleil polaire, dimanche de 11h30 à 15h, il va y avoir des activités d'organiser pour les jeunes sur le site. Il va y avoir des maquillages, dégustation de chocolat chaud, des guimauves. Alors, petits et grands sont invités à passer là. Et il y aura aussi la mini sport échange Outaouais, un 2 km. Et Pierre Lavoie est le président d'honneur de cette activité-là. Et là, comme le temps passe très vite, on va tout de suite s'en aller à la boxe. Oui, on sait qu'en fin de semaine dernière, c'était le gala du club BG. La place, c'était Salcombe. C'est encore une excellente performance. Le combat qui a été le plus significatif a opposé Antoine Tétrault du club BG à Raphaël Gaudreau et ça a l'air que les coups de poing, ça revolait. Le favori de Buckingham, qui se battait sous la bannière du Fun Round, Danick Croteau, a remporté aussi son combat contre Éric Charrette du club de boxe Les Gandorins. Donc, félicitations aux organisateurs. Très rapidement, Karaté Camon a fait une belle récolte. Oui, aux championnats régionaux, en 2015, ils nous ont ramené 40 médailles, dont 13 d'or. Et il y a eu aussi du côté du championnat canadien, il faut les nommer, Alex Léger, Nicolas Bisson, Vicky Carrière, Philippe Soucy sont champions canadiens. Et le club a remporté 19 médailles. Excellent. C'est tout le temps qu'on a. Merci, François. Merci. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle la nouvelle émission avec Finifité, Soyez Fité. Donc, vous pouvez la voir le mardi à 19h15 sur la page Facebook ou encore le site Internet. Vous avez des suggestions, des commentaires, nouvelles avec un s@tvc.qc.ca. Donc, mon nom est Josiane Hardy. Je vous remercie d'avoir été des nôtres encore une fois pour ce bulletin InfoMag et on se reparle la semaine prochaine. Passez une très bonne soirée.